J'ai surpris mon frère au lit avec ma fiancée. Ma famille leur a pardonné, et a essayé de nous réconcilier, alors, j'ai disparu. Cette histoire s'intitule « J'ai surpris mon frère au lit avec ma fiancée ». Ma famille leur a pardonné, et a essayé de nous réconcilier, alors, j'ai disparu mais aujourd'hui. Ils me supplient, après qu'un karma brutal les a frappés de plein fouet. Salut tout le monde, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perdait un peu de son élan, et vous abonner. C'est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, c'est gratuit, et cela nous aide à continuer de vous offrir un super contenu. Votre soutien compte énormément pour nous, continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Ceci est un compte jetable, pour info. Je n'aurais jamais pensé être l'un de ces gars, qui publient l'histoire de leur vie sur Reddit. Mais nous y voilà. Je vous préviens tout de suite, ça va être long, et oui, c'est vraiment tordu. J'ai grandi dans le Colorado, 25 ans, homme, dans ce qui ressemblait, de l'extérieur, à une famille typique de la classe moyenne. Mais franchement, la dynamique dans cette maison, c'était tout autre chose. Mon frère, Mike, 24 ans, homme, était l'enfant chéri de notre mère, et ce, depuis toujours. Vous savez, ces gamins qui peuvent littéralement chier sur la moquette. Et dont la mère trouverait quand même le moyen de les féliciter pour leur créativité? C'était Mike. Pendant que je me tuais à la tâche. En travaillant dans la construction avec mon oncle pendant les étés, et ce dès mes 16 ans, Mike, lui, avait le droit de se concentrer sur son côté artistique. Ce qui, en gros, consistait à fumer de la weed dans le sous-sol. Tout en essayant de devenir youtubeur. Maman avait toujours ses excuses parfaitement préparées à l'avance, il se cherche, ou bien. Il est sensible, il a besoin de temps pour comprendre les choses. Pendant ce temps, si je rentrais fatigué après une journée de 12 heures, et que je ne me levais pas immédiatement pour l'aider à faire la vaisselle, on me disait que je devenais paresseux, et que je devais apprendre le sens des responsabilités. Ne vous méprenez pas, j'étais quand même un ado typique de banlieue, sur bien des aspects. Je jouais au football américain au lycée. Et je suis arrivé jusqu'au final de l'État lors de ma dernière année. Nous aurions même gagné. Si notre quarterback ne s'était pas bousillé la cheville au 3e quart-temps. Le week-end. Je passais mon temps à réparer des voitures dans le garage avec mon père, c'était probablement le seul moment où je pouvais échapper aux comparaisons constantes de ma mère. Entre Mike et moi. Ma sœur, Emma, 22 ans, femme, c'était l'intello de la famille. Elle avait toujours le nez plongé dans un livre. Elle était la préférée de papa, mais pas d'une manière bizarre. Comme l'était l'obsession de notre mère pour Mike. C'était plutôt qu'ils se comprenaient mieux, tout simplement. Elle l'aidait à faire des mots croisés, pendant que moi, je réparais des voitures avec lui. C'était un bon équilibre, vous voyez? L'université, c'est le moment où j'ai vraiment commencé à prendre de l'avance sur Mike. Bien que ma mère ne l'admettrait jamais. Je me suis défoncé pour obtenir mon diplôme en génie civil à l'Université d'État du Colorado. Travaillant dans la construction le week-end, pour éviter de contracter des prêts étudiants. Pendant ce temps, Mike a abandonné le lycée communautaire après seulement 2 semestres, parce que, selon lui, le système était trop restrictif pour son esprit créatif. Ou n'importe quelle autre excuse bidon que ma mère gobait cette semaine-là. Mais moi, je m'en sortais. J'avais de bonnes notes, de bons amis. Et j'ai même décroché un emploi solide dans l'une des plus grandes entreprises de construction commerciale. Juste après l'obtention de mon diplôme. Le salaire n'était pas incroyable au début, mais je gagnais bien ma vie pour mon âge. Surtout dans le Colorado. Et en plus, je travaillais sur de vrais bâtiments. Au lieu d'être coincé derrière un bureau toute la journée. C'est là que j'ai rencontré Rachel. Elle faisait son stage d'enseignement dans l'école primaire, juste à côté de l'un de nos chantiers. J'avais l'habitude de la voir pendant mes pauses déjeuner. Assise dehors avec ses élèves pendant la récréation. Un jour, le ballon d'un enfant a roulé jusqu'à notre chantier, et je lui ai rapporté. Nous avons commencé à discuter, et, franchement,
je pensais vraiment qu'elle était différente. Vous voyez? Elle étudiait pour devenir institutrice, elle adorait les enfants. Et elle venait d'une bonne famille, en gros, tout ce que je pensais vouloir. Ma mère l'a absolument adorée dès le premier jour, ce qui, avec le recul, aurait dû être mon premier signal d'alarme. Elle l'invitait constamment au dîner de famille. Même lorsque je devais travailler tard sur le chantier. Elle et Mike passaient des heures à discuter de films et de musique, pendant que moi, je me tuais au travail, en essayant de nous construire un avenir. C'est tellement agréable de voir que tu t'entends si bien avec Mike, disait ma mère, rayonnante. Comme si elle avait personnellement tout arrangé. Après 3 ans de relation, je l'ai demandé en mariage, en décembre dernier. J'avais tout prévu, je l'ai emmené dans cet endroit, en haut des montagnes. Où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous, je me suis mis à genoux dans la neige à la totale. Quoi? Elle a dit oui, et je croyais sincèrement que tout était tracé pour nous. Nous avons même versé un acompte pour une jolie petite maison, près de chez mes parents. Rachel parlait de vouloir au moins 3 enfants. Et disait qu'elle voulait les élever près de la famille. Ta mère sera une grand-mère tellement incroyable, disait-elle souvent. Bordel, les signes étaient tous là, n'est-ce pas? En y repensant aujourd'hui, je vois tous ces signaux d'alarme, que j'avais complètement ratés. Comment elle trouvait toujours des excuses pour traîner chez mes parents? Quand je travaillais le week-end. Comment elle et Mike avaient toutes ces blagues privées, dont je ne faisais pas partie. Comment ma mère faisait parfois ces commentaires étranges, sur le fait qu'ils se ressemblaient tant. Ou qu'ils se comprenaient à un autre niveau. Mais, vous savez ce que c'est, on n'a jamais envie de croire que les personnes dont on est le plus proche pourraient nous trahir de la sorte. Je me souviens d'une fois en particulier. Environ un mois avant que tout ne parte en vrille, nous dînions tous chez mes parents. Rachel racontait une histoire, sur un événement survenu à l'école. Et Mike a terminé sa phrase à la perfection. Ils ont tous les deux ri, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pendant que ma mère restait assise là, avec un étrange sourire de satisfaction sur le visage. Mon père et Emma ont échangé un regard à travers la table. Mais j'étais trop occupé à penser au travail, pour remarquer ce que cela signifiait. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été aveugle. Maintenant, voici le moment où tout part en enfer. C'était un mardi, au mois d'avril. Je m'en souviens précisément. Parce que nous étions censés couler le béton pour les fondations d'un nouvel immeuble de bureaux. Mais le fournisseur avait foiré le calendrier de livraison. Mon contremaître m'a dit de prendre l'après-midi. Puisqu'on ne pouvait rien faire jusqu'au lendemain. Normalement, je serais resté pour rattraper mon retard dans la paperasse, mais je me suis dit, je vais peut-être faire une surprise à Rachel pour le déjeuner. Elle disait toujours que je travaillais trop. J'ai conduit jusqu'à la maison, vers 13h. Et j'ai vu la vieille Jeep cabossée de Mike dans notre allée. Cette poubelle roulante que papa et maman lui avaient achetée pour ses 21 ans. Même s'il avait déjà envoyé 2 autres véhicules à la casse. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait, dès cet instant. Il était censé être à son travail à mi-temps. Au magasin de musique, son tout dernier parcours professionnel en date. Subventionné par notre mère. Mais je me suis dit que, peut-être, il était aussi en pause déjeuner. Et qu'il venait parler à Rachel de sa dernière idée d'entreprise brillante, ou je ne sais quoi. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je pouvais entendre de la musique venir de l'étage. All of Me, de John Legend, notre chanson de fiançailles, à Rachel et moi. Putain d'ironie, non? Il y avait des vêtements éparpillés dans les escaliers, son vieux t-shirt de groupe usé, à lui. Et le pull de prof de Rachel. Vous voyez ce moment dans les films, où tout devient silencieux, et où le temps ralentit? C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis resté là, à fixer ce pull, celui que je lui avais offert pour Noël, posé là. Sur nos escaliers, comme une putain d'enseigne lumineuse. Pointant vers ce qui se passait dans notre chambre. Je ne vais pas décrire ce que j'ai vu quand j'ai ouvert cette porte, vous pouvez l'imaginer. Mais voici la partie qui m'a vraiment détruit, ils ne m'ont même pas remarqué au début. Ils ont juste continué, comme s'ils étaient dans leur propre petit monde.
Quand ils m'ont enfin vu, Mike a eu le culot de dire « Oh, merde, frérot ». Comme s'il venait de renverser une bière sur mon canapé, ou un truc du genre. Rachel a commencé à pleurer immédiatement, tirant les draps autour d'elle, répétant « Oh mon Dieu ». Oh mon Dieu, encore et encore, comme un disque rayé. Mike, lui, est juste resté assis là, à me regarder, avec cet étrange mélange de culpabilité et de... Je ne sais pas. De soulagement, comme s'il était presque content que ce soit enfin dévoilé au grand jour. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié, je n'ai pas donné de coup de poing, même si Dieu sait que j'en avais envie. J'ai juste fait demi-tour, je suis descendu. Et je me suis assis dans mon pick-up pendant environ 1 heure. Ils ont fini par sortir tous les deux. Mike courait presque vers sa Jeep, Rachel se tenait sur notre porche d'entrée, en peignoir. Le mascara coulant sur son visage. J'ai attendu que Mike parte, puis, je suis rentré à l'intérieur. Depuis combien de temps? C'est tout ce que j'ai demandé. Elle a essayé d'éluder la question au début. Parlant du fait que les choses s'étaient simplement passées. Et qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Mais j'ai continué à demander, depuis combien de temps? Finalement, elle a craqué. 2 ans. 2 putains d'années. Depuis le moment exact, où j'ai commencé à prendre des gardes le week-end. Pour économiser pour sa bague. Tous ces samedis, que j'ai passé à faire des heures supplémentaires. En pensant que je construisais notre avenir, elle était avec lui. À chaque fois qu'elle disait qu'elle devait corriger des copies, ou préparer ses cours. Elle était avec lui. Quand elle allait chez mes parents pour aider maman à jardiner, et oui, vous l'avez deviné. Le pire dans tout ça? Elle a vraiment essayé de s'expliquer. Elle s'est assise là, sur notre canapé, ce canapé dans lequel j'avais englouti 3 salaires. Parce qu'elle disait qu'il serait parfait pour notre future famille. Et elle m'a raconté comment elle avait développé des sentiments pour Mike au fil du temps. Comment ils avaient cette connexion profonde à travers la musique et l'art. Que nous n'avions jamais eu, elle et moi. Comment elle m'aimait toujours, mais était amoureuse de lui. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin de la journée pour rassembler ses affaires et dégager. Elle s'est remise à pleurer, disant qu'elle avait besoin de plus de temps. Et que nous devions en parler. Je suis juste sorti, j'ai conduit jusqu'à Home Depot, et j'ai acheté de nouvelles serrures. Le temps que je revienne, elle était partie, mais elle avait laissé un mot. Je l'ai toujours quelque part 5 pages d'ânerie manuscrite. Expliquant à quel point elle était désolée, comment elle n'avait jamais prévu que cela arrive. Et comment Mike la faisait se sentir, comprise, d'une manière que je ne parvenais pas à faire. J'ai appelé mon patron, et je lui ai dit que j'avais besoin de quelques jours de congé. J'ai passé les 48 heures suivantes, à changer tous mes mots de passe compte bancaire. Réseaux sociaux, absolument tout. J'ai bloqué leurs 2 numéros. La seule raison pour laquelle j'ai su ce qui s'est passé ensuite. C'est parce qu'Emma me l'a raconté plus tard. Apparemment, Rachel est allée directement chez mes parents. A trouvé ma mère dans le jardin et évidemment, et s'est effondrée en larmes, en avouant tout. Et qu'a fait ma mère? Elle l'a prise dans ses bras, lui a dit que, tout arrive pour une raison. Et que, c'est peut-être un mal pour un bien. Elle l'a même forcé à rester pour le dîner. Ma mère a préparé le dîner pour ma fiancée. Le jour même où elle l'a surprise en train de me tromper avec mon frère. Mike a débarqué aussi, probablement après que Rachel l'ait appelé. Il avait préparé tout un discours, expliquant qu'il n'avait pas choisi ça, que l'amour. Ça arrive, c'est tout, et qu'il voulait me le dire, mais ne savait pas comment. Ma mère était assise là, hochant la tête. Comme s'il s'agissait d'un putain de téléfilm romantique sur des amants maudits. Mon père, lui, fixait juste son assiette, pendant qu'Emma quittait la pièce en trombe. Rachel est d'abord retournée vivre chez ses parents, mais, en moins d'1 semaine. Elle passait toutes ses nuits chez mes parents, dans mon ancienne chambre, avec mon frère. Et ma mère trouvait ça tout à fait normal, elle avait même l'air heureuse de la situation. J'ai découvert plus tard qu'elle les avait encouragés. Disant à Mike que Rachel était, davantage son genre. Et répétant à Rachel à quel point ils se ressemblaient.
Les jours qui ont suivi sont un peu flous. Je me souviens d'Emma, venant me voir avec des pizzas, assise avec moi. Pendant que j'alternais entre la rage et un vide absolu. Elle m'a dit que ma mère parlait déjà de l'époque où les choses se calmeraient. Et du fait que nous en ririons tous un jour. Ouais, c'est ça. Ce week-end-là, j'ai reçu un email de Rachel. Demandant à discuter du partage de nos affaires communes. Je lui ai dit de prendre ce qu'elle voulait, je ne voulais rien, de toute façon. Qui me rappelle elle? Elle a pris la plupart des meubles, y compris ce putain de canapé. Me laissant avec un appartement vide. Et une bague de fiançailles que je suis encore en train de payer. Donc, après la découverte initiale, et le départ de Rachel. C'est là que la vraie torture psychologique a commencé. Ma mère a lancé cette. Je ne sais pas comment appeler ça. Cette campagne pour normaliser la situation. Elle mentionnait, d'un air décontracté, à quel point la connexion entre Mike et Rachel était naturelle. Et comment elle avait toujours vu quelque chose de spécial entre eux. Elle a commencé à évoquer tous ses souvenirs d'eux ensemble, réécrivant l'histoire. Pour faire passer leur trahison pour une magnifique histoire d'amour prédestinée. Vous vous souvenez de ce festival de musique, où ils sont allés ensemble, il y a 2 ans? Celui pour lequel ma mère m'avait convaincu de ne pas y aller. Parce que je devais me concentrer sur ma carrière? Eh bien, il s'avère que c'est là qu'ils ont couché ensemble pour la première fois. Ma mère le savait. Elle le savait, putain. Elle les avait encouragés à passer du temps ensemble. Parce que Rachel faisait ressortir le meilleur côté de Mike. Et pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine, essayant d'économiser pour une maison. Pour un mariage, pour cet avenir que je croyais que nous construisions. Le pire? Ma mère a commencé à suggérer que, peut-être, tout cela était de ma faute. Tu as toujours été trop concentré sur ton travail, disait-elle, ou bien. Rachel avait besoin de quelqu'un qui puisse comprendre son côté créatif. Comme si mon crime, c'était de travailler dur pour construire une vie. Au lieu de rester assis dans un sous-sol à fumer de la weed, en essayant de me trouver. Comme Mike. Ensuite, ce poste de superviseur s'est libéré dans notre succursale au Texas. Le salaire était meilleur, nettement meilleur, et, honnêtement, j'avais besoin d'une porte de sortie. Le jour où j'en ai entendu parler, je venais tout juste de découvrir que ma mère avait aidé Rachel à déménager une partie de ses affaires dans la chambre de Mike, mon ancienne chambre. La chambre où j'avais passé d'innombrables nuits à étudier, pendant que Mike faisait la fête. La chambre où j'avais planifié tout mon avenir avec Rachel. Et maintenant, ils dormaient ensemble là-dedans, avec la bénédiction de ma mère. Au début, je n'ai parlé à personne de cette offre d'emploi. Je l'ai gardée pour moi, tout en regardant ma famille se plier en 4. Pour accommoder les personnes qui m'avaient trahi. Emma était la seule qui semblait voir à quel point tout cela était malsain. Mais même elle commençait à craquer sous la pression de ma mère. On devrait peut-être essayer de comprendre leur point de vue, m'a-elle dit un jour. Sans oser me regarder dans les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il fallait que je parte. Mais, avant que je puisse annoncer mon déménagement à qui que ce soit, Thanksgiving est arrivé. Oh, bon sang, ça s'est passé, et comment? Je suis entré dans la maison de mes parents, et ils étaient là, Mike et Rachel. Assis à la table de la cuisine, comme si de rien n'était. Rachel portait ce pull que je lui avais acheté à Noël dernier. Ayant l'air d'être parfaitement à l'aise et chez elle. Mike avait son bras passé derrière sa chaise, et ma mère les regardait avec un sourire radieux. Comme s'ils étaient le putain de couple royal. Au moment où je suis entré, tout le monde s'est tu. Vous connaissez ce silence, tellement lourd qu'on pourrait le couper au couteau? Ouais, ça. Puis, ma mère a commencé ce discours qui semblait répété à l'avance. Sur le fait de guérir en tant que famille, aider, apprendre à pardonner. Mon père restait juste assis là, hochant la tête, comme une figurine de tableau de bord. Et Emma. Mon Dieu, Emma. Elle était assise à côté d'eux. Elle était réellement assise avec eux, me regardant avec des yeux remplis de culpabilité.
c'est là que ma mère a lâché la bombe, elle avait aussi invité les parents de Rachel. Elle voulait réunir les familles, puisque Mike et Rachel commençaient à devenir sérieux. Devenir sérieux? Comme s'ils n'avaient pas baisé dans mon dos pendant 2 ans? Comme s'ils n'avaient pas détruit tous les projets d'avenir que j'avais? Après avoir vu Mike et Rachel, assis là, à la table de mes parents. Comme s'ils étaient les maîtres des lieux, j'ai tout simplement craqué. Vous voyez ce moment où tout devient clair comme de l'eau de roche, comme quand vous êtes ivre. Et que vous redevenez soudainement sobre, en un instant? C'est ce qui s'est passé. Je suis sorti sans dire un mot. Ma mère m'appelait de loin, parlant de famille, de guérison. Et de je ne sais quelles autres conneries qu'elle avait répétées. Mais j'ai juste continué à marcher. Je suis monté dans mon pick-up, et j'ai conduit jusqu'au McDonald's. Rester assis là, à manger un Big Mac le jour de Thanksgiving, ça a l'air déprimant à mourir, non? Mais honnêtement, ce repas triste, seul dans mon camion. C'était mieux que de regarder ma famille prétendre que tout était normal. Pendant qu'ils passaient la sauce, à ceux qui avaient détruit ma vie. Pendant que j'étais assis là. Entouré des seules autres personnes assez tristes pour être au McDonald's un jour de Thanksgiving. J'ai commencé à faire une liste sur mon téléphone, tout ce que je devais faire, pour disparaître. Pas une disparition façon programme de protection des témoins, mais plutôt une disparition du genre. Allez vous faire foutre, vous et cette situation. Le boulot au Texas était déjà organisé. Mon patron me suppliait pratiquement de l'accepter. L'entreprise se développait à une vitesse folle là-bas. Et ils avaient besoin de quelqu'un ayant de l'expérience, pour diriger de grands projets. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la banque, le lendemain matin. J'ai ouvert un nouveau compte dans une banque complètement différente. Et j'ai transféré le moindre centime de mes comptes joints. Heureusement, Rachel et moi n'avions jamais pris le temps de tout fusionner. La guichetière m'a lancé un regard entendu, quand j'ai clôturé les comptes. Il s'est avéré que son ex avait vidé leur compte joint, en la quittant, alors? Elle a pris un soin particulier pour s'assurer que tout était correctement documenté. Ensuite, c'était le téléphone. Saviez-vous que, si vous êtes sur un forfait familial, le titulaire principal du compte peut voir chaque numéro que vous appelez? Ou à qui vous envoyez un message? Et oui, ma mère utilisait ça pour me surveiller depuis des années. Je suis allé chez un autre opérateur, j'ai pris un nouveau numéro. Un nouveau téléphone tout à neuf. Le gars du magasin m'a aidé à transférer toutes mes données importantes. Sans les lier à aucun de mes anciens comptes. Les réseaux sociaux, c'était l'étape suivante. Mais avant de tout supprimer, j'ai téléchargé toutes mes photos et mes messages importants. Ensuite, j'ai commencé à bloquer les gens, Mike, Rachel, maman, papa, leurs amis. Leur famille, tous ceux qui avaient choisi leur camp. J'ai laissé Emma bloquer, mais je l'ai supprimée de mes amis, elle était encore hésitante. Et je ne pouvais pas gérer ça non plus. J'ai changé d'adresse email, et j'ai créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Sous un nom différent, pour le travail. Pour l'appartement, c'était plus délicat. Il me restait encore 4 mois sur le bail, mais mon propriétaire a été étonnamment compréhensif. Il s'est avéré qu'il avait traversé une situation similaire avec son frère, des années auparavant. Il m'a laissé rompre le bail, avec seulement 1 mois de pénalité. J'ai commencé à faire mes cartons le soir même. J'ai jeté tout ce que Rachel et moi avions acheté ensemble. Ce canapé qu'elle avait laissé derrière elle. Je l'ai mis gratuitement sur Craigslist, des étudiants sont venus le récupérer en moins d'1 heure. J'étais censé commencer le boulot au Texas en janvier, mais j'ai appelé mon patron. Et je lui ai dit que j'avais besoin de commencer plus tôt. J'ai inventé une excuse, comme quoi je voulais m'installer avant les fêtes. Il était ravi, il m'a dit qu'ils avaient de toute façon besoin d'aide de toute urgence. J'ai trouvé un appartement à Houston, grâce à un collègue de travail. J'ai signé le bail électroniquement, et j'ai payé la caution le jour même. La semaine suivante n'a été qu'un tourbillon d'emballage et de planification. Je n'ai dit ce que je faisais qu'à 2 personnes, mon meilleur ami de l'équipe de construction. Et mon ancien contremaître. Ils m'ont aidé à charger le camion U-Haul sans poser de questions.
Mon contremaître m'a même prévenu que ma mère avait appelé le bureau, pour me chercher. Putain d'ironie. Pendant que je faisais mes cartons, ma mère n'arrêtait pas d'essayer d'organiser cette grande réunion de famille. Pour arranger les choses. Elle laissait sans cesse des messages vocaux, sur le fait que nous devions guérir ensemble. Et que, fuir les problèmes ne les résout pas. Gonflé, de la part de la femme qui fuyait la réalité depuis des années. En prétendant que son précieux enfant chéri ne pouvait rien faire de mal. Le jour de mon départ, le 15 décembre, il faisait un froid de canard. Le genre de froid qui gèle votre souffle, avec du givre sur les fenêtres. C'était assez approprié, d'une certaine manière. Je me suis levé à 4 heures du matin, j'ai chargé les dernières boîtes. Et j'ai pris la route avant le lever du soleil. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai dit au revoir à personne. Je suis juste monté dans mon pick-up, avec le yawl accroché à l'arrière. Et j'ai commencé à rouler vers le sud. Ma mère a dû remarquer assez vite que quelque chose se passait. Car au moment où je suis arrivé dans le Kansas, mon téléphone explosait de messages venant de membres éloignés de la famille. Apparemment, elle était allée à mon appartement, et l'avait trouvé vide. Elle s'était mise à appeler tous ceux à qui elle pouvait penser. Pleurant sur le fait que j'avais abandonné la famille, et qu'elle était morte d'inquiétude. Moi, j'ai juste continué à rouler. Quelque part dans l'Oklahoma, j'ai reçu une demande d'amis sur Instagram. D'un compte que je ne reconnaissais pas. C'était ma mère, qui essayait d'être discrète. Son message valait son pesant d'or. Pourquoi déménagerais-tu sans nous le dire? Nous sommes ta famille. Tu nous manques. Et nous avons besoin que tu sois à la maison pour les fêtes. Nous pouvons surmonter ça ensemble. J'ai répondu avec le message le plus satisfaisant que j'ai jamais écrit. Tu n'as plus qu'un seul fils. Je ne fais plus partie de cette famille. Ensuite, j'ai bloqué son nouveau compte, et j'ai continué ma route. J'ai atteint le Texas ce soir-là. J'ai pris une chambre d'hôtel, parce que j'étais trop fatigué pour m'occuper de l'appartement. Je me suis allongé dans cette chambre d'hôtel impersonnelle, fixant le plafond, et... Vous savez quoi? Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment fait une nuit complète. Pas de rêves angoissants, pas de réveil en colère, juste la paix. J'ai découvert plus tard que ma mère avait fait une crise de nerfs totale, en lisant mon message. Elle a commencé à appeler tout le monde dans la famille. Pleurant sur le fait que son petit garçon prenait des décisions hâtives. Et qu'elle avait échoué en tant que mère. Ouais, sans blague. Tu as échoué, maman, juste pas de la manière dont tu le penses. Et voilà, j'étais au Texas, commençant réellement à me construire une belle vie. J'ai été promu chef de projet en l'espace de 3 mois. Il s'avère que, lorsqu'on ne doit pas gérer des drames familiaux constants, on peut vraiment se concentrer sur son travail. Je me suis acheté un nouveau Ford F-150, le genre de véhicule que Mike avait toujours voulu. Mais ne pouvait pas se payer. Parce que, les artistes ne s'intéressent pas aux choses matérielles. J'ai commencé à m'entraîner aux arts martiaux mixtes, MMA, dans une salle de sport locale. Je me suis dit que j'avais besoin d'un moyen sain, pour gérer toute cette colère. Et je dormais enfin des nuits entières, sans me réveiller avec l'envie de frapper dans les murs. Puis, c'est arrivé. C'était un mercredi, en janvier, lorsque j'ai reçu cet appel. J'étais sur le chantier, en train de revoir des plans avec mon contremaître. Quand mon téléphone a vibré. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais c'était un indicatif régional du Colorado. J'ai failli ne pas répondre, j'aurais presque préféré ne pas le faire. C'était ma tante Suzanne, la sœur de ma mère, la seule personne raisonnable de la famille. Elle pleurait, ce qui a immédiatement déclenché une alarme dans ma tête. Car tante Suzanne ne pleure jamais. Elle m'a dit que ma mère avait reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 4. En phase terminale. 3 mois à vivre, peut-être moins. Elle m'a dit que ma mère me réclamait, et qu'elle voulait faire la paix avant d'eux. Vous savez. Je suis resté assis dans mon camion pendant 1 heure, après cet appel, à regarder le vide. J'ai appelé mon patron, et je lui ai dit que j'avais besoin de quelques jours.
J'ai réservé un vol de retour pour le Colorado, pour le lendemain matin. J'ai même emporté un putain de costume, parce que je pensais. Eh bien, vous savez ce que je pensais. Pendant tout le vol, j'ai pensé à ma mère. Oui, elle avait royalement merdé avec toute cette histoire entre Mike et Rachel. Mais elle restait ma mère. J'ai commencé à me remémorer tous les bons moments, quand elle venait à mes matchs de foot. Quand elle me préparait mes plats préférés lorsque j'étais malade. Quand elle m'apprenait à conduire dans cette vieille Subaru. Au moment où l'avion a atterri, je m'étais convaincu que c'était peut-être un signe. Que, peut-être, nous pouvions arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Tante Suzanne est venue me chercher à l'aéroport. J'aurais dû remarquer que quelque chose clochait, quand elle a refusé de me regarder dans les yeux. Elle a dit que ma mère était à la maison, et qu'elle voulait me voir tout de suite. Je suis entré dans cette maison, la maison où j'ai grandi. La maison où je n'avais pas mis les pieds depuis Thanksgiving, et ils étaient tous là. Maman, papa, Mike, Rachel, Emma, et même les parents de Rachel. Pas de lit d'hôpital. Pas de matériel médical. Ma mère avait l'air en aussi bonne santé que d'habitude, vêtue de son pull de jardinage préféré. Le silence était assourdissant. Ma mère a commencé à pleurer ses faux pleurs. Le genre où elle s'assure que tout le monde peut bien voir ses larmes. Elle a dit qu'elle devait faire quelque chose pour me faire revenir à la maison. Et qu'elle ne pouvait pas supporter de voir sa famille déchirée. Mike et Rachel se tenaient la main, l'air coupable mais aussi satisfait. Comme s'ils pensaient que cela allait, d'une manière ou d'une autre, tout réparer. Vous voyez ce moment, dans les films, où le héros disjoncte complètement? Cette fureur parfaitement calme, où tout devient clair et limpide. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. J'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée, et je l'ai vue pour ce qu'elle était. Cette femme manipulatrice et toxique, qui avait passé toute ma vie à cautionner un fils. Tout en détruisant l'autre. Tu as simulé un cancer, ai-je dit. Je l'ai dit si doucement, qu'ils ont dû se pencher pour m'entendre. Tu as simulé un cancer en phase terminale, pour me manipuler et me faire revenir. Ma mère a essayé de se justifier. Elle a commencé à dire que les situations désespérées exigent des mesures désespérées. Et qu'une mère fera tout pour garder sa famille unie. Rachel hochait même la tête en l'écoutant. Comme si ce comportement était d'une quelconque manière raisonnable. Mike se contentait de regarder le sol. Pensant probablement à la façon dont il pourrait transformer cela. En matière pour sa poésie de merde. Mon père a fini par prendre la parole, essayant de jouer les pacificateurs comme toujours. Mon fils, ta mère veut juste arranger les choses. Tu nous manques à tous. Mike et Rachel sont fiancés maintenant. Et nous devons trouver un moyen de redevenir une famille. C'est là que j'ai pété les plombs. Pas violemment, j'avais dépassé ce stade. J'ai juste commencé à rire. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Il y avait là ma famille, qui m'avait trahi de toutes les manières possibles. Qui avait menti au sujet d'un putain de cancer, et ils étaient assis là. S'attendant à ce que je me plie docilement à leur délire. Je les ai regardés un par un. Vous savez ce qui est drôle? Je me suis vraiment senti coupable dans l'avion. Je pensais à tous nos bons souvenirs. Me demandant si je n'avais pas été trop dur. Mais ça. J'ai fait un geste englobant la pièce, point ça, c'est un véritable cadeau. Parce que, maintenant. Je sais avec une certitude absolue, que j'ai fait le bon choix en vous rayant tous de ma vie. Ma mère s'est mise à hurler ses vrais pleurs cette fois. Les pleurs affreux qu'elle garde d'habitude pour le privé, parce que ça ruine son maquillage. Mike s'est levé, probablement pour tenter une approche de frère. Mais j'ai juste levé la main pour l'arrêter. La seule raison pour laquelle je suis revenu. C'est parce que je croyais que ma mère était en train de mourir. Félicitations. Maman. Tu viens de tuer toute chance d'avoir un jour, à nouveau, une relation avec moi. J'ai fait demi-tour, et je suis sorti. Je pouvais les entendre m'appeler dans mon dos. Les cris de ma mère devenant de plus en plus hystériques à chaque seconde. Rachel a même essayé de me suivre, disant quelque chose sur le fait de comprendre ma douleur.
J'ai juste continué à marcher. Tante Suzanne m'attendait dans sa voiture, pleurant pour de vrai, cette fois. Il s'est avéré que ma mère l'avait manipulée, elle aussi. Elle lui avait dit que j'étais suicidaire, que j'avais besoin d'une intervention. Et que cette histoire de cancer était le seul moyen de me faire rentrer. Du pur maman, utiliser les émotions de tout le monde contre eux-mêmes. J'ai pris un Uber pour l'aéroport, et j'ai attrapé le vol suivant pour retourner au Texas. J'ai bloqué tous les numéros du Colorado dans mon téléphone, à l'exception de celui de tante Suzanne. Elle avait gagné le droit de rester en contact, après avoir révélé la manipulation de ma mère. Après ce coup du cancer, je me suis plongé corps et âme dans mon travail. Et dans la construction de ma nouvelle vie au Texas. J'ai commencé à sortir avec Sarah, une fille géniale que j'ai rencontrée dans mon club de MMA. Elle était différente de Rachel en tout point, indépendante, directe. Et n'ayant aucun intérêt pour les jeux politiques familiaux. Elle avait entendu des bribes de mon histoire par des amis communs. Mais ne m'avait jamais poussé à en parler, elle m'acceptait simplement telle que j'étais. Avec tout mon bagage. Tout se passait à merveille avec Sarah. Elle était infirmière aux urgences, faisait des horaires de fou comme moi. Et comprenait la valeur du travail acharné, d'une manière que Rachel n'a jamais comprise. Nous étions ensemble depuis près d'un an, lorsque la période de Noël est arrivée. Sa famille m'a invité à passer les fêtes avec eux, à Dallas. Une famille normale. Des gens bien. Son père était un pompier à la retraite, qui s'intéressait vraiment à mes projets de construction. Sa mère n'arrêtait pas d'essayer de me resservir du jambon. Et n'acceptait jamais un « non » comme réponse. C'est ça qui était sain. C'était vrai. Le réveillon de Noël était parfait. La mère de Sarah a préparé de fantastiques fettuccine Alfredo, la tradition de leur famille. Nous avons échangé des cadeaux, et regardé de vieux films de Noël. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que, peut-être, je pourrais à nouveau avoir ce genre de vie de famille normale. J'aurais dû être plus méfiant. Le matin de Noël a très bien commencé, lui aussi, encore de la nourriture, encore des cadeaux. Et encore plus de ce sentiment chaleureux de famille, qui m'avait tant manqué. Puis, la mère de Sarah a mentionné qu'ils attendaient des amis de la famille pour le dîner. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. J'ai même aidé à installer des chaises supplémentaires dans la salle à manger. La sonnette a retenti vers 16 heures. La mère de Sarah est allée ouvrir, et je les ai entendus avant de les voir, la voix de ma mère. Essayant de paraître douce et inquiète, comme elle le faisait toujours, lorsqu'elle avait un public. Mon corps tout entier s'est glacé. Je me suis retourné et ils étaient là, maman, papa, Emma, Mike et Rachel. Se tenant sur le pas de la porte, comme une putain de carte de vœux tordue. C'est là que j'ai vu le visage de Sarah. Elle n'était pas surprise, juste coupable. Elle savait. Elle avait aidé à planifier tout ce truc. Il s'est avéré qu'elle parlait à ma mère depuis des mois, coordonnant cette intervention. Parce qu'elle pensait aider. Ma mère lui avait servi une histoire, lui racontant à quel point ils étaient tous inquiets pour moi. Comment je fuyais mes problèmes. Et comment j'avais besoin du soutien familial pour guérir correctement. Ma mère a commencé son numéro habituel. Ce qu'ils ont fait était mal, mais tes actions sont inacceptables, elles aussi. Comme si, d'une manière ou d'une autre, le fait que je quitte la ville équivalait à mon frère baisant ma fiancée pendant 2 ans. Mon père en a rajouté, disant que ça suffisait. Et que Mike avait assez souffert de ses erreurs. Souffert? Il a eu la fille, il a gardé la famille, et c'est moi qui devais passer à autre chose? Rachel était là, tenant la main de Mike, arborant cette nouvelle bague de fiançailles clinquante. Je suis à peu près sûr qu'elle a été achetée avec l'argent de la vente de mon ancienne maison, celle que ma mère les avait convaincus d'investir en tant que couple. Après mon départ. Elle a essayé de prendre la parole, probablement pour partager une réflexion profonde. Sur la façon dont l'amour agit de manière mystérieuse. Ou n'importe quelle autre connerie qu'ils avaient préparée. Je l'ai coupé court. J'ai regardé Sarah droit dans les yeux, et je lui ai dit. Trouve un moyen pour rentrer chez toi.
Je viendrai chercher mes affaires plus tard. Simple. Calme. Définitif. Tout le monde s'est mis à parler en même temps. Sarah pleurait, ma mère faisait son numéro théâtral en poussant des cris étouffés. Et Mike essayait de jouer les pacificateurs, comme s'il en avait le moindre droit. Alors que je partais, ma mère m'a attrapé le bras. Et a commencé à discourir sur le fait que, leur nom de famille était si important. Et qu'elle m'avait, mieux élevé que ça. C'est à ce moment-là, que je lui ai dit que j'avais déjà changé de nom de famille depuis des mois. On aurait dit que je lui avais annoncé que j'avais commis un meurtre. Elle s'est effondrée sur une chaise. Hurlant à propos de elle, héritage familial et de la tradition. Le trajet de retour jusqu'à Houston a été long et silencieux. J'ai eu tout le temps de réfléchir, à quel point j'avais été incroyablement stupide. De faire à nouveau confiance à quelqu'un. Sarah m'a appelé environ 50 fois cette nuit-là. Elle m'a laissé des messages vocaux, disant qu'elle essayait juste d'aider. Et qu'elle pensait que, réunir tout le monde arrangerait les choses. La victime de manipulation classique, ma mère s'était jouée d'elle. Tout comme elle se jouait de tout le monde. Je suis retourné à mon appartement vers 3 heures du matin. J'ai regardé le sapin de Noël, que Sarah et moi avions décoré ensemble. Et tous les cadeaux encore emballés en dessous. J'ai pris chaque cadeau qu'elle m'avait offert au cours de l'année écoulée. Et je les ai mis dans un carton. J'ai ajouté le double des clés qu'elle avait laissées. Sa brosse à dents de ma salle de bain, absolument tout. J'ai tout déposé chez elle le lendemain matin, avant qu'elle ne revienne de Dallas. Le pire dans tout ça? J'ai découvert plus tard, que toute cette intervention de Noël était en préparation depuis des mois. Sarah faisait des rapports à ma mère sur tout, où je travaillais, avec qui je traînais. Si je fréquentais quelqu'un d'autre. Elle les avait même aidés à trouver ma nouvelle adresse. Que j'avais gardée secrète précisément pour éviter ce genre de conneries. Ma mère avait manipulé Sarah à la perfection, elle lui avait montré de vieilles photos de famille. Raconté des histoires sur la proximité que nous avions tous autrefois. Et brossé le portrait d'une mère inquiète, essayant simplement d'aider son fils perturbé. Et Sarah, voulant être celle qui réparerait tout ça, est tombée dans le panneau à pieds joints. Puis, environ 1 an plus tard, mon entreprise a remporté ce gigantesque contrat. Pour démolir et reconstruire un tas de propriétés saisies dans le Colorado. Devinez quelle maison figurait sur cette liste? Eh oui, la maison de mes parents. Celle que ma mère avait réhypothéquée, pour payer le mariage de rêve de Mike et Rachel. Cette même maison où elle avait organisé tous ses dîners de famille. Où elle avait orchestré ses petites manipulations. Où elle avait accueilli mon frère et mon ex dans mon ancienne chambre. Je me suis personnellement porté volontaire, pour superviser cette démolition. J'ai fait le trajet jusque là-bas, un mardi matin. Et je les ai regardés détruire jusqu'à la toute dernière brique. Ma mère est apparue au beau milieu de l'opération, probablement prévenue par un voisin. Elle avait l'air vieille, pas seulement vieillie, mais usée par la vie. J'ai découvert plus tard, qu'elle travaille maintenant comme hôtesse d'accueil chez Walmart. C'est son premier vrai boulot en 30 ans. Le karma a le sens de l'humour, je suppose. Mais ce n'est que le début. Grâce à Emma, qui a fini par se trouver une colonne vertébrale et m'a contacté pour s'excuser. J'ai eu la mise à jour complète de la chute spectaculaire de tout le monde. Le « mariage parfait » de Mike et Rachel s'est effondré au bout de 6 mois. Il s'avère que Rachel a un genre bien à elle, elle aime tromper. Mike l'a surprise avec son meilleur ami le même gars, qui était son témoin à leur mariage. Mais voici le vrai clou du spectacle, elle est enceinte de cet ami. Cette même Rachel qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Porte maintenant le bébé de l'ex-meilleur ami de mon frère. Mike ne l'a pas bien supporté. Il s'est mis à boire abondamment, et a perdu son emploi au magasin de musique. Après être venu au travail ivre une fois de trop. Il vit maintenant dans le sous-sol de notre mère dans leur appartement de location minable. À écrire des chansons pleines d'angoisse sur la trahison. L'ironie de la situation lui échappe complètement. Maman et papa se sont finalement séparés. Il s'avère que ma mère mentait sur leurs finances depuis des années. Ouvrant des cartes de crédit au nom de mon père,
pour financer les projets de Mike et le mariage. Mon père l'a découvert quand ils ont essayé de refinancer la maison. Et que la banque leur a ri au nez. Il vit avec ma tante maintenant, il a enfin commencé une thérapie. Et m'a réellement appelé pour s'excuser. Il a dit qu'il aurait dû tenir tête à ma mère, il y a des années. La carrière d'enseignante de Rachel? Terminée. Le bruit a couru sur son habitude de coucher avec les proches de ses élèves. Et oui, il s'avère que Mike n'était pas le premier. Et aucun district scolaire ne veut plus s'approcher d'elle aujourd'hui. Elle travaille dans un centre d'appel, et vit avec son nouveau père de bébé. Dans un complexe d'appartements délabrés. Ses parents, qui étaient si compréhensifs quant au fait qu'elle suive son cœur avec Mike, ne lui adressent même plus la parole. Quant à moi, la vie est plutôt belle. J'ai rencontré une femme incroyable, nommée Molly, à l'épicerie, il y a environ 1 an. Elle n'a absolument rien à voir avec Rachel ou Sarah. Elle est directe, honnête, et possède une véritable boussole morale. Nous avons emménagé ensemble il y a 6 mois, et elle est enceinte de notre premier enfant. Quand elle l'a découvert, elle a été très claire sur le fait qu'elle ne voulait aucun contact avec ma famille. Elle les a même tous bloqués sur les réseaux sociaux, avant même que je n'aie à le demander. Je ne sais pas comment. Mais ma mère a appris pour le bébé et les potins des petites villes ne meurent jamais. Et m'a envoyé un carton avec mes vieilles affaires de bébé. Accompagné d'une longue lettre sur l'héritage familial et les secondes chances. Les affaires de bébé étaient les miennes, alors je les ai gardées. Mais la lettre est allée directement à la poubelle. Elle a même essayé de créer de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux pour m'atteindre. Publiant à quel point son premier-né lui manque. Et comment un enfant a besoin de sa grand-mère. J'ai bloqué chacun de ses comptes. Emma se marie le mois prochain. Elle et papa veulent se réconcilier sans impliquer ni maman ni Mike. Ils ont dit qu'ils avaient tous les deux suivi une thérapie. Pour comprendre leur rôle dans tout ce qui s'est passé. Emma a admis qu'elle était trop faible pour tenir tête à maman, à l'époque. Et papa a reconnu à quel point sa passivité avait tout permis. Molly dit qu'il est peut-être temps d'envisager de les laisser revenir dans ma vie. Mais elle ne me pousse pas. Elle a vu toutes les captures d'écran, lu tous les messages manipulateurs. Et connaît toute l'histoire. Elle dit qu'elle soutiendra ma décision, quelle qu'elle soit. Mais me rappelle aussi que les gens peuvent changer. S'ils font le travail sur eux-mêmes, le mot-clé étant si. Mais voici le truc, voir le karma finir par rattraper tout le monde. M'a laissé un sentiment étonnamment vide. Je pensais que je me sentirais satisfait de les voir tous souffrir, mais, pour l'essentiel, je me sens juste soulagé. Soulagé d'avoir pu m'échapper. Soulagé d'avoir construit ma propre vie. Soulagé d'avoir brisé le cycle. Mise à jour, pour ceux qui posent des questions sur papa et Emma. Je n'ai toujours pas décidé si j'irai au mariage. Certaines blessures mettent plus de temps à guérir que d'autres.